Alors, pour engager la discussion, je vous propose de poser quelques enjeux à partir de l'une et l'autre de vos interventions. Donc j'ai repéré, vous écoutez, quelques axes. Le premier serait la notion de protagonisme. Donc tu as beaucoup parlé des actrices et acteurs. Alors protagonisme, c'est une notion qui commence à se développer, dont l'usage commence à se développer en sciences sociales, notamment depuis les travaux de l'historien italien Haim Burstein. Je renvoie en particulier à son magnifique ouvrage qui nous décale par rapport à la zone américaine, mais qui s'appelle « Révolutionnaire, une anthropologie historique de la Révolution française ». Et donc, où il forge cette notion de protagonisme, à savoir, en fait, précisément des gens qui, comme vous et moi, non pas des anonymes, mais des gens qui n'ont pas vocation aux politiques, se mettent dans la dynamique même d'un événement, à s'engager, à prendre part à la chose politique. Et donc, ce qui est vraiment intéressant là à entendre vos deux interventions, c'est que précisément le spectre de ce protagonisme et de ses modalités diffère. Il faut bien le dire, même si il y a quand même dans l'un et l'autre des cas des rencontres. Alors, tu as d'ailleurs repris la formulation de Michel Zancarini-Fournel et Xavier Vignat, des rencontres improbables. S'agit-il véritablement de rencontres improbables ? Est-ce que c'est une période qui précisément trouble l'ordre dans le sens de l'ordre social avec ses cloisonnements ? Il me semble que oui, mais ça fait partie des questionnements. Donc, sur la question du protagonisme, ces rencontres improbables, c'est vrai que d'un côté, on a ce que tu as bien décrit, à savoir le fait que du côté de l'Amérique latine, les protagonistes sont socialement multiples, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la jeunesse étudiante, mais qu'il y a une base véritablement paysanne sur toute la question d'émancipation par la réforme agraire. Il y a une base aussi ouvrière que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup au Mexique. C'est pas là non plus une mobilisation qui serait uniquement estudiantine. Et puis cette importance aussi des ecclésiastiques. Donc la question que je me pose, mais dans le sillage de discussions qu'on est un certain nombre à avoir depuis un certain temps, c'est-à-dire justement, est-ce qu'il s'agit de concomitance des mobilisations ou est-ce qu'il s'agit bel et bien de rencontres ? Là, il y a quelques mois, avec Evgenia Paliraki, et je reciterai ses travaux à propos du Chili, et Boris Gobi, nous avions organisé un colloque justement sur cette question de l'ordre troublé par les rencontres. Est-ce qu'il y a véritablement des milieux sociaux qui, à la faveur de ces événements contestataires, se retrouvent, alors que c'était précisément improbable au sens où il y avait des partitions sociales. Le monde ouvrier ne rencontrait pas particulièrement le monde étudiant, et on peut le nuancer. Alors que dans le cas nord-américain, comme tu l'as bien décrit, précisément parce que aussi la sociologie étudiante n'est pas la même, et parce qu'il n'y a pas véritablement de mobilisation ouvrière pour des raisons qu'on connaît, des raisons historiques qu'on connaît, ce sont d'autres formes de rencontres quand même, et là je citerai volontiers le travail de Caroline Roman-Diamond, parce qu'elle montre précisément qu'il y a une étroite imbrication dans cette dynamique même des mobilisations entre le mouvement proprement étudiant, notamment anti-impérialiste, et le mouvement afro-américain des droits civiques, avec vraiment une interaction des deux mobilisations et des manières de se nourrir mutuellement. On pourrait même rajouter le rôle des églises protestantes, quand on voit bien que la hiérarchie va soutenir la guerre du Vietnam, mais les pasteurs, eux, par contre, vont s'engager contre la guerre. Et du coup, dans ces protagonismes, même si Hélène, en l'occurrence, tu en as moins parlé, là, parce que c'était pas forcément ton sujet, mais la question du genre, parce que finalement, ce qui est assez frappant dans les différentes situations qu'on a évoquées, et on pourrait tout aussi bien parler de l'Europe, c'est qu'il y a ce moment-là n'est pas, si on s'en tient vraiment aux années 68, au moment 68, n'est pas véritablement un moment féministe, même si, et c'était très important que tu y reviennes avec précision, comme tu l'as fait, les femmes sont précisément des protagonistes de ces mobilisations, et tu l'as bien rappelé en évoquant notamment le pourcentage élevé de femmes parmi les disparus. Ce sont des protagonistes parfaitement, des femmes qui sont actives, agissantes, qui sont très présentes dans ces mobilisations, mais un des enjeux, c'est la question de leur visibilité, qui est faible par rapport justement à leur présence et à l'importance de leur activité politique
politique au sens large du terme. Et donc il y a un décalage dans le temps entre cette présence des femmes dans l'action et le mouvement féministe à proprement parler. Mais en même temps, c'est une forme de paradoxe, puisque c'est quand même un moment où on pense beaucoup l'émancipation, le refus des dominations, mais où cette question de la domination masculine est finalement assez peu soulevée. Et donc ça interviendra plus tard comme une espèce... Enfin, plus tard, alors avec des nuances, parce que par exemple... Betty Friedan, c'est 63. Voilà, alors Betty Friedan est justement... Oui, mais sa réception... Voilà, et puis la réception est vraiment décalée aussi. Mais pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Elle a une centralité aux États-Unis, et on voit bien là aussi comment le mouvement se radicalise fin des années 60, début des années 70. J'avais une thésarde qui travaillait sur la question des femmes qui étaient investies dans les mouvements pour les droits civiques. Alors, comment les Blanches travaillent avec les femmes noires dans le Sud. Et on voit bien la complexité. Elles étaient très actives sur le terrain, mais les responsabilités, c'était pas elles forcément qui les avaient, même sur des sujets qui touchaient les femmes. Et là, ça renvoie à une autre partie du travail, d'ailleurs, de Caroline Roland-Diamond sur la question des femmes dans le mouvement, des femmes noires dans le mouvement des droits civiques, avec là aussi quand même un décalage dans le temps, avec le black feminism qui n'interviendra que après, à partir du début des années 70, mais aussi comme une conséquence, évidemment, de ces mobilisations, c'est-à-dire comme une prise de conscience que cette émancipation, elle doit aussi passer par ces mouvements d'émancipation, proprement parler, féministes. Peut-être qu'il faudrait rajouter quand même ce qu'on n'a pas dit sur les États-Unis, c'est qu'il y a une tradition de protestation. Le sens du proteste, ça fait partie, j'allais dire, de l'ADN des États-Unis de manière assez récurrente. Donc, pour les années 60, en ça, ne sont pas si nouvelles que ça. Ça fait partie de ces traditions de contestation, de volonté de moraliser, de réformer. Alors très souvent associé d'ailleurs à un revival religieux, là c'est pas le cas, mais on voit bien qu'on est dans cette tradition de la protestation, de la contestation. Absolument. Et alors ça pose d'ailleurs la deuxième question. Pardon. Non, mais je crois qu'il y a... Non, mais je vous en prie. Non, mais c'est simplement la protestation aussi, la protestation traverse l'histoire de l'Amérique latine. Mais ce qu'il y a de profondément différent dans les années 60, c'est à la fois la radicalité. À la fin des années 60, pas au début. Oui, ou la radicalisation et l'aspiration à transformer la société. Oui, mais si tu prends le progressisme du début du XXe siècle, tu es exactement dans cette logique de vouloir changer la société, redonner la parole au peuple, etc. Sauf que ce n'est pas les mêmes acteurs qui interviennent. Et là, justement, parce que, moi, je reviens peut-être sur ce que disait Ludivine, cet acteur fondamental qui est la jeunesse, c'est-à-dire, c'est quand même le poids du baby-boom. Quand on regarde la démographie, le poids de ce qu'il représente dans des sociétés qui sont des sociétés extrêmement jeunes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est neuf, parce que quand tu regardes les mouvements de protestation un peu plus anciens aux États-Unis, c'est quand même des gens plus installés dans la vie et autres. Là, c'est quand même ce phénomène de la jeunesse qui impulse, donne une énergie très particulière à cette société, à ces sociétés en contestation. Bah alors, bon, j'allais y venir, mais je ne sais pas comment vous voulez organiser la discussion. Moi, je peux juste... Non, mais là, on est parti, ça peut durer. Non, mais c'est pas grave du tout. Non, mais peut-être donner la parole à la salle aussi. Non, alors, je vais juste terminer sur les quelques points que je voulais justement aborder. Et bien sûr qu'on va donner la parole à la salle, parce qu'il nous reste 3/4 d'heure, donc on a du temps. Mais c'est justement la deuxième question, c'est celle de la jeunesse, parce que c'était intéressant en vous écoutant de montrer que, bon, d'abord, il faut faire très attention à cette notion, dans la mesure où, évidemment, elle n'a aucune identité singulière, elle n'a pas une homogénéité, qu'il y a une jeunesse contestataire, voire révolutionnaire, et une jeunesse aussi tout à fait conservatrice, et qu'on voit aussi se mobiliser à certains égards. Bon. Mais c'est aussi, ce qui est très important, c'est que la jeunesse ne saurait en aucun cas être réduite à la jeunesse étudiante, et c'est vraiment frappant dans le cas latino-américain, et notamment parce que, justement, bon, même si la sociologie étudiante est plus... plus étendue en Amérique latine, paradoxalement, que par exemple aux États-Unis ou en Europe occidentale. Évidemment, le monde étudiant reste très minoritaire au sein de la jeunesse. Et donc, il y a quand même une jeunesse plus généralement qui se mobilise, mais qu'on retrouve aussi dans le monde ouvrier, dans le monde paysan, etc. Et donc, en même temps, la question qui se pose de ce point de vue, c'est ne pas rabattre non plus ces mobilisations à des mobilisations de jeunesse. Parce que là, ça serait perdre de vue le fait qu'elles ont été beaucoup plus complexes,
générationnel à certains égards, etc. Même si on peut toujours se poser la question, par exemple, tu l'as rappelé, Luc, il y a une forte présence, très très forte présence des jeunes parmi les disparus, mais ça s'explique aussi parce que les jeunes, pour des raisons sociologiques, familiales, s'exposent aussi davantage au risque, à la prise de risque, jusqu'au péril de la vie, parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de responsabilité familiale, etc. Bon, ça, c'est des choses que la sociologie ou la science politique a bien montré. Bon, ça, c'est le deuxième point sur jeunesse et génération. Il y en aurait un troisième sur l'inscription dans la guerre froide. Ça me semble en effet très important, parce qu'au fond, on est face à un monde qui est traversé par trois brèches. La première, c'est évidemment la contestation de l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Et à cet égard, je pense qu'il y a quand même aussi l'importance du mouvement des déserteurs. Parce que ça a un écho qui est assez retentissant, avec justement des mobilisations qui sont très transnationales. Et vraiment, ce mouvement des déserteurs n'est pas du tout négligeable. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est vraiment frappant, c'est que cette mobilisation anti-impérialiste, bien sûr qu'on la retrouve de manière majeure aux États-Unis, mais avec des formes comme ça d'influence qui décentrent un peu le rôle des États-Unis, parce que finalement, il y a des formes d'inspiration qui viennent aussi bien du Japon, notamment. Donc, cette question-là est majeure. La deuxième brèche, mais ça concerne moins notre sujet là, c'est ce qui se passe en Europe de l'Est. Mais donc, ça veut dire aussi la contestation du pouvoir hégémonique de l'Union soviétique, et qui donne aussi d'autres espoirs, que des régimes bureaucratiques et autoritaires. Et puis évidemment, la troisième brèche, qui tient aussi à l'anti-impérialisme, c'est la question des mouvements d'émancipation des peuples, et notamment des relations sud-sud, tu l'as évoqué au travers notamment de l'OLAS. Et ça pose en fait une dernière question à mes yeux, avant de conclure, sur la question des laboratoires. Il me semble que tous les deux, d'ailleurs, vous avez employé cette notion de laboratoire, enfin, de lieu d'expérimentation, etc. Et dès lors, la question des centres. Enfin, est-ce qu'il y a des centres, et quels sont ces centres, etc. Et c'est là que j'aurais voulu citer aussi le travail d'Evgenia Palirakis sur le Chili, puis qui travaille aussi beaucoup sur les circulations internationales sud-sud. Et elle montre bien que, par exemple, Cuba, qui est bien sûr pour partie un modèle, mais ne saurait non plus être considéré uniquement comme un parangon qu'il faudrait appliquer un peu partout dans les situations latino-américaines, puisque au fond, voilà, il y a une situation chilienne, par exemple, qui a sa singularité et qui ne considère donc pas Cuba comme un modèle à imiter terme à terme. Il y a la question, bien sûr, de Mexico. Alors, tu disais justement, c'est pas anodin que les Jeux Olympiques aient lieu à Mexico, mais justement... Non, la couverture médiatique, c'est-à-dire que ça donne une résonance dans le contexte de ce qui se passe au Mexique à ce moment-là. En fait, j'ai l'impression que non. Mais c'est une question. C'est-à-dire que ce qui me frappe, et en plus, là, je suis allée récemment au Mexique, et de voir à quel point, justement, à Mexico, la tragédie de Tlatelolco est vraiment toujours très, très brûlante par rapport à ces questions de mémoire que vous évoquez tous les deux. Parce que c'est pas la même violence. C'est impressionnant. Voilà, mais c'est impressionnant de voir à quel point, il y a des expositions partout, etc. Mais ce qui est quand même frappant à l'époque, c'est que précisément la couverture médiatique, à 10 jours d'intervalle, on a un massacre et l'ouverture des Jeux Olympiques, et c'est quand même le blackout total. Donc je pense que pour les militants états-uniens qui sont contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de couverture médiatique que eux ne sont pas sensibilisés à ce genre de choses. Je pense qu'il faudrait creuser cette question. Par exemple, le geste de Tommy Smith, il est américain avant tout. États-unien. Il est états-unien. Il est justement pas américain. Il est états-unien. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même là un clivage qui s'opère. Alors bien sûr qu'il y a des réactions militantes un peu partout dans le monde face au massacre de la place des Trois Cultures, mais on ne les ressent pas dans la couverture même politique et médiatique des Jeux Olympiques. Et donc voilà, pour terminer, je voulais poser aussi la question en fait de concomitance ou contemporanéité, c'est-à-dire qu'au fond, on est quand même face à une sorte de juxtaposition de situations, de cas qui sont pour partie nationaux, pour partie transnationaux. Bon, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur les protagonismes, mais est-ce qu'au fond, il y a vraiment un sentiment de contemporanéité, c'est-à-dire d'être vraiment en phase et dans des situations d'influence, des situations aussi où on prend source et on prend inspiration dans ce qui se passe ailleurs,
Il me semble que oui, en grande partie. Et ça, voilà, pour vraiment terminer, ça pose aussi la question de la conception même du politique. Mais ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir, parce que par exemple, quand tu dis que la contre-culture, lorsque tu évoques notamment les hippies, serait pas forcément directement politique, ou même il pourrait y avoir une déception. Bon, après, tout dépend de la manière dont on conçoit justement cette notion de politique, mais il me semble que cette contre-culture, elle est fondamentalement politique au sens où elle pose des questions majeures sur la manière de faire du commun, d'organiser la communauté, ça pose la question cité. aussi de savoir de ce qu'ils représentent. Bien C'est-à-dire pourquoi ils sont dans la rupture, combien sont-ils, etc. Oui. Et je pense que là aussi, c'est une question de couverture médiatique aussi, et de c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que ce moment 68 où les choses explosent, finalement, il y a quand même des déçus du politique qui vont aller vers cette forme de contre-culture et qui sont plus forcément dans de la militance politique. Mais c'est quand même une forme politique. Enfin bon, ça fait partie de la discussion. Ouais. Oui, je pense. Mais, bon, moi, je ne suis pas totalement persuadée que pour tous, c'est le cas. Mais tout dépend, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une forme, il y a des formes. Absolument, bien sûr. Il y a même des dans formes. ceux qui sont dans cette forme de contre-culture hippie, ils se retrouvent pas tous à San Francisco pour les mêmes raisons. Et on le voit bien sur des formes d'organisation communautaire qui finalement reviennent sur cette démocratie participative très américaine. On s'organise localement, on essaye de construire quelque chose qui est différent. Là, c'est un petit peu difficile à vraiment cerner. Il faudrait lancer des sujets de thèse, en fait. Je me tourne vers les plus jeunes. Bon, alors on va peut-être justement lancer au moins la discussion beaucoup plus collective, hein, si vous voulez bien. Donc, c'est à vous. Deux questions qui sont reliées. La première sur la violence, et qui est en lien notamment avec la situation actuelle hexagonale, c'est-à-dire jusqu'à quel point il y a réellement une sorte de saut qualitatif dans les pratiques de rue, de contestation, d'insubordination par rapport à l'époque antérieure, et jusqu'à quel point en réalité il n'y aurait pas une sorte de continuum par rapport à une période antérieure, justement, et ce n'est que rétrospectivement, justement, à partir de notre propre vision actuelle et une certaine, justement, en tout cas, mise à distance de cette violence, en tout cas de la plus explicite, que l'on aurait tendance à considérer, justement, ce moment 68 comme absolument exceptionnel du point de vue de ces pratiques, de la contestation, etc. C'est-à-dire que, donc voilà, ça c'est une première question. Et la seconde par rapport à peut-être plus sur les États-Unis et le Canada, mais plus globalement, c'est-à-dire quels sont Ludivine parlait justement des rencontres ou des juxtapositions, des concomitances dans les protestations. Quelles seraient, sans être exhaustif, mais est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, j'entends l'argument d'une base ouvrière, sociale, d'un bloc social conservateur qui soutient Nixon et Wallace. Mais est-ce qu'il y a des manifestations néanmoins disruptives du monde du travail, du mouvement ouvrier, qui vont y compris s'exprimer contre les tuteurs traditionnels du mouvement ouvrier américain, puisque c'est un peu ça 68, c'est-à-dire que c'est pas simplement la contestation, mais c'est y compris une contestation qui déborde les tuteurs qui ont été assignés ou qui sont traditionnels justement du mouvement social, c'est-à-dire contre la AFL-CIO, contre les référents justement, y compris communautaires. Donc voilà, est-ce qu'il y a cet élément-là, y compris aux États-Unis et au Canada? Sur la question de la violence, je pense que, alors, on a toujours un temps court, donc c'est difficile de développer une pensée. J'ai pas tellement l'impression que c'est la violence des manifestants. C'est-à-dire, je pense que ce qui est neuf, c'est quand même l'ampleur des manifestations, notamment à partir de 1967, et on a tous en tête la grande manifestation devant le Pentagone, ou voilà, quelque chose qui est assez neuf dans les pratiques.
Aussi l'expression d'idées contre le président. Hein. Il faut se rappeler qu'en 68, Johnson n'ose même plus sortir de la Maison-Blanche parce qu'il se fait invectiver très régulièrement, alors que jusque-là, il y avait une forme de respect des sources d'autorité qui faisait qu'un président des États-Unis, on pouvait être contre, mais il ne risquait pas de se faire cracher dessus en sortant de chez lui. On lui demandait combien d'enfants vietnamiens il avait tués aujourd'hui. Enfin, c'est un changement dans le... Mais je pense que la violence... pour le coup, quand je parle de violence politique, c'est la violence des assassinats politiques. C'est quand même pas anodin dans une démocratie quand 2 figures de proue sont assassinées. Et c'est la violence de la répression, pour le coup. Je pense notamment à la Convention de Chicago et notamment la manière dont le maire Daley, je renvoie notamment aux travaux de Caroline Roland-Diamond sur Chicago, comment réprime les divers mouvements. Et j'aurais pu aussi citer... En 1970, au moment où Nixon décide de bombarder le Cambodge, hein, c'est-à-dire que la guerre au Vietnam est en train de s'étendre, avec 2 incidents gravissime sur 2 campus, et notamment celui de Kent State, hein, qui n'est pas ni Columbia ni Berkeley, où 2 étudiants trouvent la mort sur le campus dans ce contexte de contestation. Donc là, c'est plutôt la violence subie par les contestataires, dans ce que je voulais exprimer, plutôt que la violence donnée par les contestataires. Et ça, c'est aussi quelque chose qui perturbe fortement les Américains, parce que dans une démocratie, on ne s'attend pas, quand vous êtes sur un campus et que vous contestez, qu'à la fin de la journée, on relève de mort. Et les incidents de Kent State, notamment, avaient fait la une de Life Magazine, hein, qui avait publié en première page ces photos qui sont extrêmement violentes. Donc c'est, je dirais, une double dimension. La perception de l'Américain ordinaire qui regarde sa télé, le journal de 18h, et qui voit la violence de la confrontation des manifestants et de la police locale. Et puis c'est aussi la violence reçue par ceux qui contestent, surtout à partir de 68 et jusqu'en 1970. Donc là aussi, c'est pas une violence, c'est des violences. Ça renvoie quand même à la question de la répression de ce moment 68. Je pense que c'est une question qui est aussi importante. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'opinion publique est prête à accepter ? Et on voit bien que le vote de l'élection de novembre 68, c'est de dire, en fait, on préfère la sécurité à la liberté. Mais ça renvoie à un vieux débat de la société et de l'histoire américaine que vous retrouvez à chaque fois qu'il y a une guerre. Et à chaque fois qu'il y a une guerre, vous avez un arsenal législatif, vous avez des prises de position qui font que le principe de sécurité passe avant le principe de liberté. Et je renvoie à la question de la guerre froide qui est quand même centrale. On l'a un petit peu, on n'en a pas trop parlé parce que c'était pour nous une évidence. On est dans une société en guerre froide, dans laquelle l'ennemi, c'est le monde communiste. Et c'est-à-dire quand on est un étudiant qui conteste l'engagement américain au Vietnam, ça veut dire qu'on va dans le sens des ennemis des États-Unis. Je vous renvoie à Jane Fonda et tout ce qu'elle a pu, la haine qu'elle a pu générer à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc on est bien à la fois sur un débat très, daté, qui est le moment 68, mais qui renvoie à des questions de société dans l'histoire des États-Unis qu'on pourrait faire remonter depuis la guerre d'indépendance et finalement couple sécurité-liberté. Et on voit qu'à ce moment-là, fin des années 60, c'est le couple, sécurité qui l'emporte sur le couple liberté. Moi, j'ai quand même une question incrustée là-dedans, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est juste par rapport à ce que tu viens de dire sur la symbolique attachée à la victoire de Nixon, mais je ne sais pas si tu as en tête le résultat précis des élections. Je pourrais te retrouver, mais je te renverrai aux élections de 1972. Non, attends, je pense que c'est la question dans la réponse. Vas-y. Non, mais parce que en fait, évidemment que ça représente quelque chose, mais il faut quand même jamais oublier que le pays reste clivé. C'est pas parce que Nixon l'emporte. Ouais. Moi, je fais le parallèle avec ce qu'on a souvent dit sur l'élection, sur les résultats de l'élection législative, des élections législatives
en juin 1968, on dit mais alors, au fond, c'est une victoire écrasante du gaullisme. Donc en fait, ça signifierait quasiment que le pays dans son ensemble veut, pour reprendre la formule de l'époque, la loi et l'ordre. Et c'est en fait pas du tout le cas. Parce qu'en réalité, ces élections, il y a une très 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 courte majorité qu'on ne retrouve pas en termes de composition de l'Assemblée nationale pour les raisons qu'on sait de scrutin, mais sortie des urnes, c'est à peine plus de 50% des voix pour les droites. Donc c'est ma question, c'est au fond, est-ce qu'on peut à ce point dire que le pays serait de la sorte attaché à l'ordre sécuritaire? Je ne suis pas sûre que ça invalide le fait qu'il y ait aussi une contestation. J'ai une réponse simple en 2 temps. La première, c'est que si on additionne le vote Wallace et le vote Nixon, on est à 56%. Donc 56-44, c'est clair. Deuxième argument, c'est quand on regarde l'élection suivante, 1972, Nixon est candidat à sa succession. Il a face à lui George McGovern, qui est à gauche du parti. Pour faire simple, c'est un peu le Bernie Sanders d'aujourd'hui. Alors si vous êtes curieux, vous tapez « Collège électoral 1972 » sur Internet. Vous aurez une réponse qui va vous frapper comme un boomerang. C'est-à-dire que sur les 50 États américains, Nixon en a gagné 49. McGovern, la gauche du Parti démocrate, un seul. Et puis il y en a un, je ne sais plus, un État qui... voilà, donc il a dû en avoir 48, quelque chose comme ça. Donc c'est que quand même, il y a une tendance profonde qui est une montée du conservatisme et qui est... alors c'est aussi ambivalent parce que ces années-là sont aussi les années où la Cour suprême, par exemple, va légaliser l'avortement. C'est une société qui est très, très clivée et ça pose la question de savoir finalement, mais ça c'est une autre question et ce n'est pas l'enjeu du débat d'aujourd'hui, finalement qui vote? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure des hippies, est-ce qu'être hippie c'est une forme de positionnement politique? Ça serait intéressant de creuser un peu la question, de savoir qui est mobilisé dans le vote, qui continue de voter, qui a arrêté de voter, ce qui explique aussi peut-être en partie pourquoi il y a cette surreprésentation des forces du conservatisme qui, avec une déception des progressistes américains, d'une partie de la nouvelle gauche, qui ne se retrouvent pas et qui va se reconstruire après autour de Jimmy Carter. Mais je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment 68-72, il y a plutôt une poussée du conservatisme qui est à l'œuvre dans cette société américaine. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, un parti démocrate qui sort complètement implosé de 68 parce que Robert Kennedy est mort, parce que Martin Luther King est mort, et parce qu'ils ont cette coupure idéologique entre les faucons et les colombes. Et finalement, c'est la fin de la guerre du Vietnam. 73, les accords de Paris, et puis surtout 75, le retrait, qui d'une certaine manière règle une partie des problèmes du parti, puisque on n'a plus ce positionnement sur la guerre du Vietnam. Alors il y a, pour faire simple, un peu une coupure entre ceux qui veulent être internationalistes et ceux comme McGovern qui disent il faut se replier sur les États-Unis, mais une fois que la guerre du Vietnam est tranchée, les enjeux vont être différents. Mais c'est difficile de faire l'histoire contrefactuelle, mais on peut... On est d'accord. Non, mais juste une chose, c'est que justement, et si, si Robert Kennedy n'avait pas été assassiné, est-ce que le résultat de novembre 68 aurait été le même? Ça, je sais pas. Mais alors, c'est une véritable question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vous renvoie à la une de Time Magazine de 1988 pour le 20e anniversaire de la mort de Kennedy. Et Time Magazine fait sa une 20 ans après, et si Robert Kennedy n'avait pas été assassiné. Donc il y a ce qui relève des forces profondes, pour revenir à des vieux sujets de relations internationales, puis ce qui relève aussi de la capacité d'un homme à transcender un peu. Et donc on imagine bien que Robert Kennedy vivant, Richard Nixon sans doute aurait eu beaucoup plus de mal. Mais là... Est-ce que tu voulais répondre sur la question de la violence? Oui. J'ai un petit peu la même réponse que Hélène, en fait. Mais je crois que Jean-Baptiste s'y attendait. C'est-à-dire qu'il y a un continuum de la violence est intrinsèque à la vie politique en Amérique latine, je dirais depuis l'époque coloniale, et atteint des niveaux qui sont bien supérieurs à ce que l'on peut connaître dans les années 60. Je pense aux guerres civiles qui traversent l'Amérique latine dans la première moitié on ne va pas les citer, mais de la violence en Colombie, la révolution mexicaine, la guerre civile du Paraguay en 1948, c'est des niveaux de violence qui sont absolument hallucinants. La différence, là, j'essaie de rebondir en même temps sur les remarques
observations de Ludivine, c'est à la fois la question de l'unité de conjoncture. Comment comprendre cette unité de conjoncture, ou est-ce qu'il y a une unité de conjoncture, et la problématique des rencontres, des convergences sociales. Tu parlais des paysans. Finalement, les mobilisations en Uruguay, en Argentine, commencent par les mobilisations paysannes. Le mouvement des Cañeros en Uruguay, dans le Tucumán, en Argentine en 67, et par moments, il y a effectivement ces rencontres. Le propre du Cordobazo, c'est la rencontre entre une mobilisation ouvrière sur des questions précises, avec des étudiants de Cordoba, avec les classes moyennes urbaines qui se retrouvent. Et c'est ça qui produit ce que l'on peut qualifier de panique morale, de la part pas que des milieux conservateurs, je dirais, de la part des droites latino-américaines, et en particulier, on sait bien que, y compris du côté des droites libérales, de la démocratie chrétienne, il y a cette volonté, à un moment donné, d'en finir, quoi. D'en finir. Et à chaque fois, la rupture, elle est extrêmement brutale. Que l'on prenne l'acte institutionnel numéro 5 au Brésil, c'est là vraiment, je veux dire, la dictature démarre en 64, mais c'est à partir de 68 qu'elle devient vraiment brutale. Mexique, Uruguay, jusqu'au Chili en 73, comme tu l'as très bien montré, Jean-Baptiste, 76, il ne s'agit pas de neutraliser les guérillas, elles sont déjà neutralisées, il s'agit de mettre un terme à un mouvement social qui est en train de déborder complètement à la fois les élites et l'exécutif. Donc, et là, oui, il y a une différence, je dirais, il y a un seuil qui est franchi en termes de violence dans la manière, dans la répression. C'est la notion d'État terroriste, pour les années 70, je veux dire, elle participe de cette représentation de ces seuils qui, effectivement, dans certains cas, n'ont jamais été atteints. Quand on pense à la répression qui est menée au Chili, en Argentine, ou à l'échelle également de l'Uruguay, là, on arrive vraiment à des niveaux de répression qui sont... voilà. Donc voilà, c'est plutôt de ce point de vue-là. C'est pas dans la manière c'est pas du côté du mouvement social ou de la manière même de penser la guérilla. Les guérillas, il y en a tout au long du 19e et du 20e siècle, quoi. La guérilla fait partie, je dirais, de l'action politique. Le problème qui se pose dans la vie politique latino-américaine, c'est le partage du pouvoir. Donc, les guerres civiles, finalement, en Amérique latine, elles sont inclusives. Elles n'ont pas la volonté de faire disparaître l'autre, elles ont la volonté d'obliger l'autre à partager le pouvoir. Et les guérillas participent de ces mouvements. Non, là où il y a vraiment une différence, c'est dans la manière dont les États engagent la répression dans la seconde moitié des années 60. Je peux rebondir sur une chose. C'est deux éléments qui me semble très intéressant, qui est d'un côté, sans faire là pour le coup de comparatisme historique ou d'évoquer des situations beaucoup plus contemporaines, mais c'est quand tous les deux vous soulignez effectivement la disproportion et l'asymétrie entre, quand bien même il y aurait une répression qui serait correcte et un pouvoir d'État qui s'exprimerait de façon bienveillante, mais la façon dont il y a une sorte d'intensification dans la répression contre les manifestants qui, du coup, serait presque contraint, dans un sens, de se replier ou en tout cas d'adopter des formes de contestation qui sont qui leur permettent de tenir tête ou en tout cas de résister à ce qui se joue. Et c'est intéressant. Il y a des situations qui sont assez similaires aussi en Italie à l'époque, en fait, où on voit bien que l'émergence des groupes politico-militaires sont avant tout liés à une expérience d'abord carcérale des militants, ensuite de la violence de la répression dans la rue, et puis de la répression à l'usine. Voilà. Et le deuxième élément étant le fait que très certainement ce qui joue, c'est pas tant la violence en tant que telle, parce qu'il y a parfois aussi une tendance soit à l'hypostasier, soit, disons, à en faire une sorte de vertu en soi, disons, dans l'affrontement. Donc, l'affrontement avec la police, en tant que tel, générerait ou pourrait débloquer des situations. Mais c'est bien
l'articulation entre différentes formes de protestation et notamment l'émergence d'un certain nombre de sujets qui jusqu'alors étaient peu ou pas représentés ou peu représentés depuis un certain temps, qui va effectivement véritablement générer une panique morale au sein des classes dominantes ou des élites, c'est-à-dire quand les étudiants traditionnellement antipéronistes ou qui sont peu politiques ou lorsqu'ils sont politiques sont très libéraux vont se joindre au cortège ouvrier, ou lorsque la base même du Parti démocrate va, disons, les très jeunes vont mettre du LSD dans le lac Michigan, justement, pendant la Convention démocrate, qui est la version la plus sympathique et psychédélique de la chose, mais qui est accompagnée par, effectivement, des Weathermen qui sont beaucoup plus qu'une simple poignée. Et après, dans les usines de Chicago, effectivement, drum, rum, c'est-à-dire les unions de travailleurs noirs qui vont s'opposer à la bureaucratie des syndicats de l'automobile, de United Auto Workers. Donc c'est vrai que ça c'est important, et c'est ce qui va susciter effectivement le débordement qui va susciter la panique, quoi. Je renvoie aussi au Québec, puisque 70, c'est aussi la multiplication des attentats, l'enlèvement de 2 ministres, finit par mourir, et c'est la loi sur les pouvoirs de guerre qui font qu'il y a des chars qui sont, ce qu'on a un peu oublié, qui sont déployés dans les rues de Montréal, notamment pour établir l'ordre. Donc 68 se finit dans une forme de violence politique qu'on associe difficilement avec le Québec aujourd'hui. Est-ce que vous avez des interventions, des questions ? Oui, une petite intervention par rapport à ce que tu viens de dire sur la violence. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas de nos jours, par exemple, c'est la présence quotidienne de la violence par les images de la guerre du Vietnam, qui ne sont pas contrôlées, alors que maintenant, on voit des gens qui parlent de violence extrême des forces de police, en utilisant des termes comme gazé ou des choses comme ça, mais qui sont comme une mesure avec la réalité des actions de guerre qui sont visibles à la télévision à l'époque. Tu as tout à fait raison, c'est ça qui fait basculer l'opinion publique, c'est l'offensive du Tet qui est en décalage avec le discours de l'état-major qui dit on est en train de gagner la guerre, et les images qui montrent autre chose, et la violence notamment du chef de la police de Saigon qui met le pistolet sur la tête de quelqu'un qu'on suspecte d'être un Viet Cong et qui tire en direct. Donc vous voyez l'image. Donc quand vous êtes un Américain ordinaire qui regarde sa télé à l'heure du repas, vous avez l'impression que votre pays est en train de perdre son âme dans cette guerre au Vietnam et qu'il faut en sortir de manière extrêmement importante. C'est pour ça que j'ai à un moment donné parlé de ce rôle de la télévision qui, de ces images, et tu as raison de le dire, sans filtre, qui font que cette guerre est en train d'être perdue dans les têtes parce que les gens, quand ils regardent, ils ne comprennent pas comment les États-Unis se sont retrouvés embrayés dans une situation qui est très loin de la défense de la liberté. Tout autre sujet, ce qui m'a frappé dans vos interventions, là, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé d'idéologie. Et les idéologies sur lesquelles se bâtit la contestation à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a quand même, par rapport aux protestations ou aux mouvements de révolte, des schémas, des systèmes de référence auxquels les gens croient et sur lesquels ils réfléchissent et sur lesquels ils lisent et se manifestent de façon intellectuelle. Ce qu'on a beaucoup moins maintenant à notre époque, par exemple. C'est une question. Non, Ce que tu disais un peu sur les sciences sociales et la sociologie, oui. Non, mais l'idéologie, elle est très présente. Je dirais la question de l'horizon du socialisme fait partie de la période. Moi, je suis très frappé quand on prend les revues littéraires et les revues politiques de l'époque, en Argentine, en Uruguay ou au Brésil. Les débats sur le marxisme sont très importants, évidemment. Sur l'expérience du mai 68, on n'a jamais autant traduit Cohn-Bendit, Rudi Dutsch qu'à cette époque-là. C'est pas que Régis Debray qui est diffusé. Et ce que tu disais à propos des centres, de voir en effet que la question cubaine, elle est fondamentale parce que Cuba, c'est à la fois un modèle politique et un modèle de prise du pouvoir qui a marché. Et
tous les textes militaires de Guevara circulent, mais il n'y a pas que les textes de Guevara qui circulent. Les textes militaires, Eugenia Paliraki en parle aussi. Il y a les textes également de Mao, les textes de Diab qui circulent, qui sont traduits. Frantz Fanon, qui était très important. Ce qui est frappant, alors deux choses. Ce qui est frappant, c'est d'abord, je dirais, c'est peut-être pas un basculement identitaire, mais c'est de voir comment l'Amérique latine se tiers-mondise politiquement dans les années 50 et 60. Ne se pense plus comme, je dirais, un morceau d'Europe, mais comme une ère qui participe du tiers-monde. Ça démarre dans les années 50, mais je dirais ça prend une autre dimension dans les années 60. Et là, donc, en lien aussi avec la solidarité, avec le Vietnam et puis avec les autres régions du tiers-monde. Et ça, je crois que ça joue un rôle très très important pour comprendre à la fois ces mobilisations et puis également la construction des revendications. Et quand on voit la manière dont se diffuse l'expérience du 68 français, l'une des idées qui revient, c'est la question de la dénonciation du consumérisme, de la société de consommation, c'est pas pour nous. Nous, on fait partie du tiers-monde et nos problèmes sont différents. Et d'où la question centrale de la réforme agraire, qui est aussi un levier extrêmement puissant de mobilisation. Et puis après, je dirais, le propre de l'Amérique latine, c'est de connaître des expériences révolutionnaires pendant cette période. Oui. Bon, il y a Cuba évidemment, mais il y a l'unité populaire chilienne qui intéresse, et on regarde ce qui se passe au Chili. L'expérience péruvienne de Velasco Alvarado aussi intéresse, et on discute beaucoup parce qu'on ne comprend pas forcément trop ce qui se passe au Pérou, mais il y a une réforme agraire, il y a la nationalisation des secteurs stratégiques qui est posée, il y a la réforme universitaire et la réforme scolaire, etc. Il y a toute cette question du cynamos qui est extrêmement particulier, je dirais ce centralisme autogestion, ce mélange de centralisme et d'autogestion qui est pensé par les militaires. Donc on discute beaucoup, mais il y a aussi une philosophie ou une théorie de l'action. C'est-à-dire que pour beaucoup d'organisations, l'action prime égale sur le débat politique aussi. Je crois que c'était au sein des Tupamaros, je ne sais plus quel était le leader Tupamaros qui disait « Les mots divisent, l'action unifie ». Donc priorité. Peut-être sur les États-Unis, on est dans un contexte un peu différent, puisque finalement, et les jeunes étudiants, notamment du SDS, ils se retrouvent dans cette nouvelle gauche par opposition à la vieille gauche associée au marxisme, donc ils sont aussi dans une forme de contestation des aînés. Je renvoie notamment à des gens comme Tom Hayden. Et on voit bien que là aussi, il y a une inflexion avec au début toute une centralité sur la question des minorités. Et puis cette guerre du Vietnam qui, d'une certaine manière, à partir d'un moment, va complexifier le débat. Mais c'est quand même des gens, au départ, qui s'investissent sur la question du droit des minorités, la contestation du fonctionnement des universités, c'est-à-dire la place des étudiants ou leur absence dans les CA, la liberté d'expression, et puis la question du consumérisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont relire toute une série d'auteurs des années 50 qui étaient relativement clandestins, qui vont devenir des références incontournables de la pensée dans les années 60. Et on voit bien, cette contestation, il ne faut pas l'oublier, elle existe dès les années 50. Je pense à Risman et la foule solitaire. Vous avez énormément de travaux qui existent, qui sont relativement confidentiels et qui, avec les années 60, vont nourrir idéologiquement et intellectuellement les positionnements de ces jeunes gens éduqués quand même, et qui lisent. Et Marcus, quand même. Aussi Marcus, mais voilà, alors je vous renvoie notamment à l'extrême richesse du fonds documentaire de la BDIC, à Nanterre, où vous avez énormément de revues et de littérature grise de ces années-là, et qui vous montrent bien l'importance des débats intellectuels, idéologiques, politiques, pour revenir sur ce que tu disais. On est à la fois dans l'action, dans la réflexion, la théorie, la contre-théorie, on pense beaucoup. Mais penser n'est pas honteux, si on peut dire. Oui, je voudrais revenir au cas particulier de Mexico et donc à ce que tu disais, Divine, de cette mémoire encore brûlante aujourd'hui.
dans les commémorations, dans les expositions. Aussi à cette particularité de la mobilisation étudiante d'étudiants qui pouvaient être donc des travailleurs, qui avaient certes des revendications idéologiques, mais aussi et peut-être d'abord des revendications sociales. Et peut-être aussi, puisque Miguel Rodriguez nous fait l'amitié d'être présent, d'avoir sa perception en tant que Mexicain de cette mémoire et de cette sociologie de la mobilisation. Non, ben, je ne sais pas. Comme je suis arrivé un peu en retard, ou assez en retard, je n'ai pas entendu ce que Luc a traité sur les questions latino-américaines, en particulier sur Mexico. Non, simplement, je prends la question au vol. Quelque chose qui m'a toujours un peu surpris, c'est la façon dont de l'extérieur on voit ce qui s'est passé au Mexique en 68 et la façon dont en Mexique on le voit. Et là, j'oppose deux choses. C'est évident que Tlatelolco et tout ce qui a précédé est fondamental pour nous. Et en plus, ça a été nourri largement, surtout les commémorations tous les 10 ans. Ça, c'est très intéressant de voir l'évolution justement de cette question. Mais finalement, ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, en particulier ce qui a été mentionné ici plusieurs fois, est un petit peu oublié finalement. C'est-à-dire le lien justement du mouvement de 68 avec l'extérieur, finalement, est un peu effacé. Alors qu'en France, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'avais été un peu surpris parfois que dans d'autres ouvrages sur 68 que les vôtres, finalement, ce qui s'est passé à Mexico n'est pas mentionné. Et même des livres assez importants sur ce qui s'est passé en 68 dans le monde n'a pas de chapitre sur Mexico. Donc, parfois, c'est un peu étonnant. C'est-à-dire que là, peut-être, nous, dans notre contexte, on est un peu étonnés, mais je crois quand même qu'il y a ce manque. Une autre chose que je voulais poser, enfin, puisqu'on m'a donné accès au micro, c'est une question, justement, puisque vous avez parlé des contestations en Europe de l'Est. Justement, quelque chose qui m'a toujours intrigué, parce que je ne connais pas très bien le mouvement aux États-Unis, c'est comment finalement le printemps de Prague ou l'évolution qu'il a pu avoir dans les pays de l'Est, plus largement Pologne par exemple, comment il était perçu justement par les contestataires, par les progressistes nord-américains. Parce que parfois, on a l'impression que ce sont finalement deux mondes à part. Et d'ailleurs, comment on pourrait dire, la prise de conscience, parfois très sentimentale, de ce qui se passait en Tchécoslovaquie en particulier, en août et en septembre 68, souvent a été récupérée, on pourrait dire, par le pouvoir nord-américain pour montrer justement que finalement les autres faisaient des choses horribles aussi. Mais justement les progressistes, par exemple dans le contexte de la convention de Chicago, finalement comment ils ont vécu ces épisodes? Je serais incapable de répondre, mais peut-être vous renvoyer vers les travaux de Justine Faure qui travaille sur les diasporas d'Europe centrale et notamment tchécoslovaques aux États-Unis. Et elle montre bien comment finalement ces diasporas utilisent la situation avec l'espoir que le gouvernement américain va s'investir, aider à renverser le système, etc. Donc, et j'ai l'impression aussi qu'il faut croiser avec ce qui se passe, c'est-à-dire pour les Américains. Pour l'Américain ordinaire, j'ai envie de dire, l'actualité états-unienne est tellement brûlante que ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer n'est pas une question centrale. J'avais travaillé il y a fort longtemps il y a vraiment très très longtemps, ça fait presque 30 ans, donc ouais, ça fait très très longtemps sur l'élection de 1968, et notamment sur la couverture médiatique. Et on voyait bien comment l'actualité états-unienne écrasait tout le reste. Et finalement, à part les groupes diasporiques qui se sentaient particulièrement concernés par ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer, les Américains, en règle générale, ça ne les préoccupait pas plus que ça, finalement. Donc je pense que ça serait un sujet sans doute de mémoire, de voir comment... quelle est la réception, en particulier chez les progressistes. Je ne suis pas persuadée, dans le souvenir que j'en ai,
que l'actualité internationale, guerre froide, sortie du Vietnam, est aussi centrale que ça. Parce que la Convention démocrate, c'est quand même un espace de lutte pour le pouvoir. Et ça revient un peu sur ce que je disais sur les journaux télévisés américains. Finalement, dans un journal télévisé américain, la place de l'international est extrêmement limitée. Et on parle du Vietnam parce qu'en fait, c'est un sujet états-unien, pas parce que c'est la situation dans le monde. Et vous avez quelques grands moments, je pense notamment, mais ça c'est plutôt début des années 60, avec un journaliste comme Chet Huntley qui met l'accent sur l'international, mais c'est pas ce qui intéresse le téléspectateur. Donc je ne suis pas capable totalement de répondre, je pense que ça devrait donner l'objet à une recherche. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout l'impact que ça avait sur les groupes diasporiques, surtout. C'est eux, surtout, qui suivent ça et essayent de faire en sorte que le gouvernement américain fasse quelque chose. Je pense qu'on n'a pas dit aussi dans le contexte états-unien, c'est qu'on est dans un pays fédéral. Et donc les enjeux politiques, c'est la somme d'enjeux locaux. Et on voit bien que les diasporas, elles sont hyper concentrées dans cette région des Grands Lacs, où elles ont un poids politique, mais quand vous êtes en Géorgie, quand vous êtes en Floride ou en Californie, vous n'avez quasiment pas de diaspora tchécoslovaque, par exemple. Donc c'est pas un enjeu qui va extrêmement motiver, en n'oubliant pas d'ailleurs que 68, c'est une année d'élection présidentielle, ça, évidemment, c'est ce qui nous intéresse français parce qu'on est très centraliste, mais c'est aussi une élection législative, avec des enjeux d'élection de sénateurs et de représentants. Et donc, on va dans le sens de ce qui intéresse les lecteurs. Mais les travaux de Justine Faure devraient pouvoir vous donner des pistes. Une anecdote, dans la correspondance entre l'ambassade des États-Unis à Mexico et le département d'État, l'ambassadeur des États-Unis dit que derrière le mouvement des étudiants, il y a l'ambassade soviétique qui utilise ce mouvement pour faire écran de fumée avec ce qui est en train de se passer en Tchécoslovaquie. Et les services secrets modèrent le télégramme de l'ambassadeur en disant c'est peu probable. C'est peu probable. Et je vous renvoie aux archives du FBI qui montrent, bien sûr, et les archives du FBI qui montrent l'obsession du directeur du FBI qui voit dans tout contestataire la main de Moscou. En fait, c'est aussi une anecdote parce qu'en aucun cas ça pourrait être significatif d'une discussion large sur la situation en Tchécoslovaquie, mais Václav Havel fait une tournée de certains campus états-uniens vraiment dans les mois du printemps 68 et donc rencontre de ce qui se passe à Prague en particulier. Donc il y a quand même un écho, même si évidemment ça n'invalide pas du tout ce que tu as dit, c'est très très relatif à ces campus déjà très mobilisés. Et l'autre chose aussi, en écho à ce que vous disiez, donc cette fois sur Tlatelolco, c'est ce qui est frappant dans les commémorations, c'est que précisément, il y a une part de commémoration très officielle, mais il y a aussi une part justement qui renvoie à tout ce qu'on a dit sur le protagonisme des actrices et acteurs de la mobilisation en 68 qui rejouent, au sens strict, parce que sur la place, tous les week-ends, là en septembre, en octobre évidemment avec l'ACME autour du 2 octobre, mais qui font des récits extrêmement poignants, extrêmement vivants de ce qui s'est passé. Et donc il y a vraiment, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais vraiment un tissu associatif aussi très, très puissant. Avec un mélange intergénérationnel aussi, parce que j'ai vu beaucoup de classes de jeunes gens qui sont au lycée. Il y a aussi des étudiants qui viennent participer à ces mobilisations. Donc, indépendamment, encore une fois, de la dimension officielle de la commémoration, c'est quand même très, très fort. Alors, d'ailleurs, sur le 68 français, on a énormément de choses qui se sont passées aussi à la base. Faute de commémoration officielle, et c'est tant mieux peut-être, il n'y a pas eu de commémoration officielle. On a eu autre chose, on a eu la police dans les universités, mais c'était différent. Mais en tout cas, à Mexico, c'est vrai que c'est assez incroyable ce qui s'est passé autour de la commémoration de Tlatelolco. Et je voudrais remercier beaucoup les intervenants prévus et spontanés, un peu d'insurrection spontanée, ça fait du bien.
Merci aussi au public et je voudrais vous inviter à retenir, à noter déjà dans vos agendas les 2 dates prochaines, c'est le 5 février et le 5 mars. Le 5 février, c'est des géographes qui vont nous parler de l'urbanité dans les Amériques et le 5 mars, des anthropologues sur les questions autochtones dans les Amériques. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.